J'ai le logo, je vais commencer avec ma petite introduction. Alors, je vois une petite fenêtre qui s'affiche. Je dis qu'on est actuellement diffusé en direct sur Facebook. J'attends qu'on soit aussi sur la BBC pour commencer. C'est pas vrai, on n'est pas sur la BBC. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je me présente. Je suis Sophie Franco. Je suis la cofondatrice de La Food Locale, qui est une agence de communication et d'accompagnement spécialisée dans le secteur de l'alimentation et qui est basée à Toulouse. Donc, je vous parle de Toulouse. Et je suis ravie aujourd'hui d'animer cette table ronde. Alors, la date de cet événement, vous vous en doutez, elle n'a pas été choisie au hasard. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. C'est la Journée internationale des droits des femmes et non pas la Journée de la femme, hein. Donc, si vous êtes un homme et que vous êtes en train de regarder cette table ronde, ne courez pas chez le fleuriste acheter des fleurs, mais interrogez-vous plutôt sur l'égalité au sein du couple, au sein du monde du travail, etc. Ça sera beaucoup mieux. Alors, à l'origine de cette table ronde, il y a le collectif de la Troisième Voie. Ce sont 5 démarches qualité qui ont décidé en fait de se réunir parce qu'ensemble on est plus fort, parce qu'elles partageaient les mêmes valeurs de traçabilité, de durabilité, d'engagement au sein de l'agriculture française et de la pêche. Et donc, ces 5 démarches qualité représentent chacune une filière agricole responsable. Et les 5 femmes que j'ai l'honneur de faire parler aujourd'hui représentent chacune une de ces filières. Ces filières, vous connaissez, ces démarches qualité, vous connaissez les noms, j'en suis sûre. Il y a Bleu Blanc Cœur, donc pour la viande et les produits laitiers notamment, qui est représentée aujourd'hui par Florence Hafner, productrice de porc. Il y a la filière CRC pour les céréales cultivées en France avec Aurélie Léger, qui est agricultrice céréalière. Il y a l'association des vignerons engagés, donc pour le vin, vous vous en doutez, avec Élodie Dez qui est vigneronne. Il y a Demain la Terre pour les fruits et les légumes, représentée aujourd'hui par Emmanuelle Rose Chapuzet, qui est productrice de légumes ou plutôt champignoniste, pour être exact. Et enfin, Mister Goodfish, donc pour les produits de la mer, qui est représentée aujourd'hui par Renette Michon. Et donc, ces 5 filières partageaient les mêmes valeurs, les mêmes engagements. Et donc, elles se sont réunies au sein du collectif de la Troisième Voie, qui représente aujourd'hui 10% de la filière agricole française et plus de 10 000 agricultrices et agriculteurs. En organisant cette table ronde, donc le collectif de la Troisième Voie, il a justement décidé en fait de donner de la voix à des personnes qu'on entend trop peu. On entend souvent les mots agriculteurs, les mots pêcheurs, mais est-ce qu'on entend souvent agricultrices et pêcheuses? Je vous le demande. Pourtant, elles sont bien là. Aujourd'hui, les femmes représentent un tiers de la filière agricole française. Et comme dans la plupart des secteurs, en fait, l'égalité, elle est loin d'être atteinte. Je peux vous donner quelques chiffres, il y en a énormément, je vais vous en donner juste un petit peu pour qu'on pose le cadre. Donc aujourd'hui, les femmes agricultrices touchent 30% de moins que les agriculteurs en France. Il y a 2 chiffres aussi qui me plaisent bien parce qu'ils disent beaucoup. Les femmes, elles représentent 50% de la filière de la main-d'œuvre agricole dans le monde et pourtant, moins de 20% d'entre elles sont propriétaires fonciers. Et il y a plein de raisons qui expliquent ces chiffres. Ça peut être la charge mentale, l'injuste répartition des tâches quotidiennes au sein du foyer qui peuvent, comment dire, empêcher ou freiner l'évolution professionnelle des femmes. Et il y a aussi l'invisibilisation des femmes dans les médias. En France, 36% seulement du temps de parole est réservé aux femmes, alors que la moitié des Français sont des Françaises. Et donc, pour ce qui concerne le secteur de l'alimentation, je vous invite vraiment à regarder la composition de la plupart des tables rondes, des conférences, des jurys, des reportages, et vous verrez que les femmes sont trop peu présentes encore. Donc, donner la parole à ces 5 femmes aujourd'hui, à ces 5 agricultrices et pêcheuses, ben, en fait, c'est un acte fort, c'est un acte qui est engagé, ça montre qu'elles sont là, et j'espère que ça va en inspirer d'autres. Donc, on va parler de leur quotidien, on va parler de leurs engagements, on va se demander ce que c'est aujourd'hui d'être une femme dans l'agriculture et dans la pêche. Et je suis sûre que leur voix et leur parcours, ils vont résonner en vous. Tout au long de la table ronde, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet. On y répondra, on prendra un temps pour y répondre à la fin. Et je vous souhaite de passer un très, très bon moment. On va commencer à rentrer direct dans le vif du sujet. Donc, l'agriculture, mesdames, c'est un métier de passion. Ça, vous le savez, mais aussi d'engagement. Et j'aimerais savoir quels sont les vôtres. Donc, on va commencer par Emmanuelle. Vous êtes productrice de champignons et fondatrice de Loup Légumes, donc aux portes de la Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Et dans votre quotidien, quels sont vos engagements?
Oui, alors bonjour à tous. Oui, donc nous, on est producteurs de champignons, enfin, je suis champignoniste, comme on dit dans notre langage. Il y a très peu de production de champignons en France, hein, juste en 2 mots pour expliquer un petit peu le contexte. Donc, il y a très peu de. La filière, elle n'existe quasiment pas, hein. 70% des champignons viennent de l'étranger en France. Donc, ça veut dire qu'on est très peu de producteurs. Donc, nous, notre engagement en tant que producteur de champignons, et on fait partie des seuls en Europe à faire ça, on a décidé de cultiver nos champignons sans pesticides. Donc, ça veut dire qu'on a mis en place des process qui permettent de cultiver sans pesticides. Il a fallu réinventer la. Alors, est-ce que tout le monde a perdu Emmanuel ou est-ce que c'est que moi? Non, je crois qu'on l'a perdu. Perdu. Ok, donc on façon va... de produire, mais aussi mettre en place des normes d'hygiène extrêmes. Emmanuel, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, moi je Ok, suis toujours là, oui. ok, on vous a perdu le temps d'un instant. Donc, D'accord, donc on s'est arrêté sur la décision de ne pas faire avec des pesticides, qui est une ouais, donc décision forte d'ailleurs, et qui est... oui, c'est un vrai choix d'entreprise, mais ça implique quand même des coûts importants. Ça implique de mettre en place des normes d'hygiène extrêmement drastiques, hein, comme dans l'agroalimentaire, puisque dans les champignons, il y a beaucoup de moisissures externes qui vont venir à perturber la culture. C'est aussi une façon de cultiver qui est un petit peu différente. Ça veut dire qu'on ne fait que 2 récoltes, parce que si on fait une 3e récolte, on risque d'avoir trop de problèmes. Donc, c'est tout un système qu'on a mis en place de manière à pouvoir cultiver les champignons sans pesticides. Souvent, les gens pensent que les champignons sont cultivés tout le temps sans pesticides parce que comme on est dans un endroit fermé, c'est plus des pesticides. Donc, c'est un vrai engagement de notre part. D'accord, et c'est un super engagement. Aurélie, vous êtes agricultrice céréalière dans la Vienne. Vous avez aussi pas mal d'engagements. Quels sont les vôtres? Donc bonjour à tous. Oui, je suis jeune installée moi, donc je débute, j'apprends dans le métier tous les jours encore. C'est la Mais 3e année quand même. ouais, ma 3e année et je suis engagée, oui, auprès de ma coopérative agricole de la Tricherie dans la filière CRC, donc culture raisonnée contrôlée, pour en fait montrer aux gens qu'on fait en France de la bonne qualité en produits. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'aller à la recherche de ce que la plante a besoin et uniquement de ce qu'elle a besoin. Donc, on va regarder plutôt son sol et la vie du sol, l'interaction entre le sol et la culture et comment ça avance. Et du coup, c'est tout un ensemble de paramètres qu'on va regarder pour éviter le plus possible, ou en tout cas avec les bons traitements, de faire au mieux en fait pour la plante et le sol. Merci beaucoup. Je précise, en effet, vous l'avez un peu dit, mais la filière CRC, du coup, c'est uniquement des céréales françaises. C'est bien ça? Bah, en tout cas, pour moi, pour mon engagement, oui, c'est dans le cadre de ma production de céréales. Vous, Élodie, vous êtes donc vigneronne dans le Pays de la Loire, c'est bien ça? Élodie? Oui, c'est ça. Vous m'entendez? Oui. Vous avez particulièrement un engagement particulier, donc vous êtes arrivé, vous avez rejoint l'exploitation de vos parents avant de créer, enfin de prendre la vôtre. Vous avez instauré des nouvelles choses dans cette exploitation, dans ce domaine. Vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors, en fait, nous, on a déjà, donc, comme toutes les autres, un engagement au niveau de nos façons de produire aussi. On est contraint sur tout ce qu'on utilise en produits, notamment parce que en tant que vigneron engagé et en tant que haute valeur environnementale sur mon exploitation, voilà. On a des normes de production, mais moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment la finalité de mon produit. Et ce que j'ai développé, c'est vraiment un engagement de circuit court
et de distribution plutôt un maximum localement. Et j'essaie de travailler avec des restaurants de proximité et de participer aussi un maximum sur les événements que peut développer le territoire saumurois. Et D'ailleurs, voilà, c'est vraiment... la dernière fois, je vous ai demandé si je pouvais trouver un de vos vins à Toulouse et ce n'était pas possible, preuve que vous êtes vraiment... Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant... Mais c'est chouette. D'ailleurs, je précise que dans l'agriculture, les femmes sont 20% en plus à développer les circuits courts par rapport aux agriculteurs. Voilà, c'est plus de 20% le chiffre. Donc, vous l'illustrez assez bien. Et vous, Florence, donc vous élevez des porcs en Meurthe-et-Moselle. Quels sont vos engagements? Bonjour à tous. Donc, moi, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai la chance de pouvoir produire, en fait, de faire tout de la terre à l'assiette directement. Donc, déjà, notre premier engagement, c'est de respecter l'environnement en diversifiant les cultures et en faisant attention à ce que l'on met aussi sur ces cultures, parce que ces cultures sont utilisées pour faire l'alimentation de mes porcs, hein. Donc, mon deuxième engagement, c'est de respecter le bien-être et la santé de mes animaux en leur apportant vraiment une bonne nourriture et en leur ajoutant du lin pour qu'ils aient une meilleure santé. Et si le porc est en meilleure santé, il va me produire une meilleure viande qui, elle-même, contribuera à la santé de mes consommateurs. Et donc, notre troisième engagement, c'est de produire une charcuterie fermière saine dans la continuité de la démarche Bleu Blanc Cœur, auquel je suis affiliée, et de supprimer le maximum de tout ce qui est mauvais pour la santé, notamment le sel nitrité, les huiles de palme, les colorants et tout additif qui ne me plaise pas. Des femmes qui s'engagent. Merci beaucoup, Florence. Il y a une particularité, donc quand on est entrepreneur, mais encore plus quand on est dans l'agriculture ou dans la pêche, c'est le quotidien qui peut être très chargé, notamment en haute saison. Renette, donc vous êtes pêcheuse à pied en baie de Somme. On voyage en France aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez me raconter votre journée type? Bonjour, journée type en pleine saison, en général c'est 4 heures du matin arrivé à la mer, hein, parce qu'on fait les végétaux de bonne heure. Il faut que la plante soit cueillie avant que le soleil soit levé, sinon elle perd de son eau, donc elle est plus difficile à couper. Ensuite c'est les vers, après retour à la maison. Et pendant que la marée est pleine, je fais le tri de mes végétaux, je vais livrer. Et dès qu'elle redescend, je recommence mon circuit, c'est-à-dire que ça peut être une journée qui fait 12 heures. Ouais, je précise bien, ce n'est vraiment que l'été et pendant les morteaux. D'accord, donc c'est des très, très longues journées. Vous, Aurélie, en haute saison, ça donne quoi la journée type? J'ai envie de dire, il n'y a pas de journée type. Ça dépend des surprises. Est-ce que ça dépend des surprises de la matinée et de la journée, de ce qui va se passer et du temps, parce que du coup, on est lié par la météo. Donc, nos journées sont rythmées en haute saison. Donc, je vais parler de la moisson parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein. Il y a toutes les périodes de semis aussi. Et puis, du coup, ça peut être lever 4 heures pour être dans le champ à 5 heures, pour aller traiter quand il y a l'hygrométrie qui est au potentiel exact, qu'il y a assez d'humidité dans l'air. Ça veut dire, l'hygrométrie, ça veut dire humidité dans l'air. Donc, il faut un pourcentage d'humidité dans l'air qui soit importante. Il ne faut pas qu'il y ait trop de température. Donc, oui, ça peut être des journées, de lever 4 heures et puis en période de moisson, ça peut être coucher 2 heures, 3 heures. Si l'humidité ne revient pas dans les cultures, ça peut être plus. Mais bon, après, on est limité en termes de stockage. Donc, ça peut être des très, très longues journées, comme on s'adapte en fonction du travail et puis des imprévus. Ouais, justement, en parlant d'imprévu, pendant nos échanges, quand on préparait la table ronde, vous me disiez que ce qui vous a le plus étonné en arrivant dans ce métier, donc je précise, vous êtes quasiment toutes reconverties. Vous me disiez que c'était le matériel. Vous ne vous attendiez pas du tout à passer autant de temps sur le matériel. Vous pouvez m'expliquer un petit peu plus?
Bah oui, parce que moi, du coup, ce qui m'a invité à m'installer, c'est le côté agronomique et les cultures, la plante, le sol et tout ce qui est vivant. On travaille avec du vivant. Mais c'est vrai que la grosse surprise, ça a été le matériel, l'entretien des matériels. Bon, l'entretien courant, ça va, mais c'est surtout les imprévus, tout le temps, les imprévus quand une machine va pas marcher comme on veut ou qu'il y a une casse. Voilà, en fait, c'est énormément de temps que je n'avais pas estimé, en fait. C'est l'entretien, ouais, les imprévus avec le matériel agricole. Ok, merci. Alors, avec des journées aussi remplies, surtout en saison, je vais poser une question qu'on pose rarement à des hommes, mais je pense que c'est important de la poser. Comment on fait pour trouver ce fameux équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dont tout le monde parle? Renette, je commence par vous parce que donc, vous êtes lancée seule avec deux enfants. Vous êtes lancée dans la pêche à pied. Vous étiez toute seule avec deux enfants. Comment vous avez fait pour y arriver, tout simplement? Alors, je rectifie, c'était 4 enfants. Hein. D'accord, il y en a Il y en a un petit peu plus, c'est une multiplication. Ok, donc alors, seule avec quatre enfants. Voilà, premièrement, mes enfants étaient très au courant de ce que je faisais. Et l'avantage de toute personne, c'est que moi, je peux les emmener avec moi. Je travaille à la mer, donc c'est plus facile d'avoir des enfants avec soi que quand sur une exploitation où il y a du matériel, il y a plus de risques. Mais bon, très vite, ils sont bien accrochés, ils l'ont aimé. Et si bien que moi, ça m'a soulagée dans mon métier. Je pouvais faire mon activité sans avoir de problème extérieur. Franchement, je trouve que c'est une évolution qui ne m'a pas du tout gênée. Et eux, ça leur a appris que si je manquais à la maison quand ils ne pouvaient pas venir, je n'étais pas partie m'amuser. Ils voyaient ce que je faisais, ils comprenaient la difficulté. Et ça s'est toujours très, très bien passé, hein, franchement. Il n'y en a aucun, par contre, qui est resté dans la profession. Le métier est trop difficile. Ça peut arriver. Votre mère faisait cette profession avant, non? Mes parents faisaient cette profession-là, oui. Et ma mère, surtout, elle l'a toujours fait et que mon père travaillait en plus à l'usine. C'était un à côté pour aider la famille comme on faisait dans le temps. Et franchement, elle m'emmenait déjà sur sa mobilette parce que j'étais une gamine intrépide. Pour la petite anecdote. C'était pour vous calmer, on allait pêcher à pied, c'est ça? C'était surtout pour laisser la fratrie tranquille qu'elle m'emmenait. D'accord. Et donc, du coup, vous, en fait, votre solution, ça a été de rendre finalement vos enfants autonomes assez tôt. Alors, il a fallu, oui, parce que tout ce qui était les consultations chez le médecin, chez le dentiste, il fallait, étant donné que la pêche, c'est tellement varié puisqu'on est lié aux horaires de marée. Donc, ça change tous les jours. Il fallait que je prenne des rendez-vous à l'avance. Donc, il fallait aussi qu'eux puissent assumer quand je n'étais pas là. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que j'avais un dentiste, quand j'allais juste payer, moi, c'est tout simple. Et un jour, il me dit, mais je ne comprends pas. Vous avez des enfants, c'est les seuls qui viennent chez moi en courant. Alors, il me dit, je me suis quand même permis de leur poser la question parce que c'est quand même pas courant. Et là, les enfants lui ont répondu, c'est parce qu'il y a des dessins animés après, alors on ne veut pas en louper. Donc, ils étaient malins, des enfants autonomes et malins. Et vous, Emmanuel, quand je vous ai posé cette question sur l'équilibre vie pro, vie perso, vous avez une réponse qui m'a beaucoup plu, qui m'a interpellée et j'aimerais bien que vous me racontiez un peu comment vous voyez les choses. En fait, moi, je vois les choses, il n'y a pas vraiment d'équilibre, en fait. Quand on choisit des métiers comme les nôtres, nous, on travaille 7 jours sur 7 dans notre entreprise, parce que c'est une entreprise, hein. Aujourd'hui, tous les champignons sont ramassés à la main, donc nous, on a beaucoup de salariés. Donc, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an, il n'y a pas de saisonnalité, ça ne s'arrête jamais. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Il faut trouver l'équilibre dans le fait de se dire, voilà, c'est pas grave, c'est mon travail, ça fait partie de ma vie. Et on est tellement passionnés que ça ne nous dérange pas de ne pas déconnecter. Enfin, nous, ça fait 11 ans qu'on ne déconnecte pas, jamais, parce qu'on l'a choisi et ça ne nous dérange pas. On travaille en famille, donc
on parle souvent du travail le soir, le matin. Parfois, ça nous réveille la nuit. On peut réveiller l'autre pour lui en parler. Donc, en fait, c'est tellement une passion, c'est tellement à l'intérieur de nous que on se dit pas oh non, c'est pas possible, je peux pas déconnecter. Et même quand on part de temps en temps et qu'on a une partie déconnexion, on va dire, mais pas vraiment, hein, toujours accroché à notre truc, ça nous dérange pas plus que ça, hein. Je pense que c'est le fait d'être complètement passionné par son travail. Ça fait que la vie, elle est comme ça et c'est pas très grave. Ensuite, on a toute notre famille derrière nous. Donc déjà, on a entrepris en famille. Et en plus, même ceux qui n'ont pas entrepris avec nous, ils sont derrière nous. Donc, pour la gestion au quotidien, notamment de notre fille, puisqu'elle avait 3 ans quand on s'est lancé là-dedans, donc ça a été assez compliqué. Mais en fait, ça a été la famille, hein, qui a vraiment pris le dessus et qui est complètement impliquée dans notre travail. Il faut savoir impliquer sa famille quand on fait des métiers aussi difficiles et aussi prenants. Et je pense qu'on n'est pas tous faits non plus pour avoir des métiers aussi prenants. Pour avoir discuté avec beaucoup de gens, il y a des gens qui peuvent pas faire ça parce que justement, ils ont ce besoin physiologique, je dirais, de déconnexion. Et nous, on ne doit pas être fait pareil, en fait. On ne doit pas être fait pareil que les autres. Et notre travail étant notre passion, on travaille 7 jours sur 7 et ça ne nous dérange pas de ne pas être déconnecté, quoi. Voilà. Je précise que vous avez lancé donc Blue Légumes, votre fille avait 3 ans et vous êtes passé. Alors, arrêtez-moi, je crois que les chiffres, c'est de 6 à 150 salariés en l'espace de 6 mois. 6 mois. C'est ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, ouais, il faut être passionné, il faut avoir les reins solides. Et donc, rendre ses enfants autonomes, première piste. Deuxième piste, impliquer sa famille. OK. Merci pour les conseils, mesdames. Donc, en 2021, Aurélie, c'est comment être une femme agricultrice? Faut s'accrocher. Faut s'accrocher et pour moi, du coup, ouais, faut pas lâcher les bras à la première épreuve difficile, quoi, parce qu'il y en a et puis il y en aura d'autres, j'imagine. Et la difficulté, je pense, de mes collègues, c'est que j'ai l'impression qu'il faut faire le double de travail pour, en fait, pour avoir des preuves, quoi, pour travailler 2 fois plus pour le même résultat parce qu'on est une femme, quoi. Voilà. C'est ça que j'ai l'impression, en tout cas. Ouais. Vous avez la sensation qu'on vous prend peut-être moins au sérieux? Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Okay. Et pour ça, vous, Renette, vous m'aviez parlé d'une solution. Je dirais, c'est plutôt un mode de vie, mais la façon. Qu'est-ce que vous avez fait pour justement vous imposer en tant que pêcheuse, dans un secteur qui est plus masculin? Ça a été très simple parce que quand je suis arrivée, je suis normande, donc je suis partie travailler en Picardie. Et à l'époque, je ne faisais qu'une seule récolte, c'était les vers marins, le Néris diversicolore uniquement pour la pêche de loisirs. Par contre, quand je suis arrivée dans cette région, eux pratiquaient énormément d'autres pêches, la pêche au coq, le ramassage des végétaux marins. Et tous ces métiers-là, je pouvais les exercer entre mon travail parce que j'avais quand même pas mal de temps libre. Et je me suis mise à exercer ces métiers et pour bien m'intégrer, j'ai bien vu qu'il fallait que je participer aux associations, aller aux réunions. Et cette façon de procéder a permis, et j'ai bien vu, d'être une acceptation tout à fait rapide par rapport à d'autres collègues qui ont fait le même système que moi. Et l'intégration n'a pas été du tout de la même manière. Ils ont compris que je m'impliquais dans leur façon de travailler parce que, premièrement, ça m'intéressait. Et deuxièmement, j'avais aussi envie de participer à la vie de la région et de notre métier encore à développer parce qu'il y a beaucoup à faire. Ouais. Donc l'implication, ça peut être l'implication donc au sein de, ça peut être au sein des démarches de qualité desquelles vous faites partie, mais il y a aussi plein de choses en local à faire. L'implication peut être une piste de solution pour arriver à s'imposer et pour qu'on
qu'on n'ait pas l'impression de ne pas être prise au sérieux, parce que c'est la pire des choses. D'ailleurs, s'il y a certaines femmes qui nous regardent et qui parfois se sentent mal par rapport à ça, il y a une piste à explorer. Ça s'appelle le sentiment d'imposture. C'est souvent quelque chose que les femmes ressentent plus que les hommes, et c'est absolument pas justifié, mais c'est normal de le ressentir. C'est aussi lié au problème d'invisibilisation dans les médias, par exemple, c'est le fait d'être moins représenté. On peut se sentir moins légitime. Et donc, du coup, allez creuser cette piste-là. Vous verrez que, un, vous n'êtes pas seul. Et deux, il y a des solutions pour passer au-dessus et pour réussir à plus s'imposer. Donc, pour lutter contre ce sentiment d'imposture qu'on peut ressentir parfois, il faut réfléchir à ce dont on est fier. Élodie, il y a une histoire que j'aimerais que vous me racontiez. Quand vous êtes lancée, vous avez testé quelque chose. C'était quoi? Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui vous rend fier? Qu'est-ce qui vous rend fier? Ouais. Alors, ce qui me rend fier, bien sûr, c'est la finalité d'une année de travail. Ce sont mes vins, l'ensemble de mes vins. Mais ce qui me tient plus particulièrement à cœur, c'est une cuvée que j'ai développée en revenant sur le domaine. Donc, c'est du saumur blanc et ça s'appelle la Forêt Enchantée. Et c'est une cuvée qui m'a donné un petit peu de boulot parce qu'on vinifie qu'une fois par an. Et j'ai développé cette cuvée en 2016. J'ai fait un premier résultat, mais qui ne me convenait pas tout à fait. Donc, j'ai cherché la solution. En 2017, j'ai refait un essai en changeant un petit peu. Et en 2018, ça y est, j'avais trouvé la solution. Et donc, j'ai développé cette belle cuvée qui permet aussi de me faire connaître et reconnaître auprès de la clientèle de mes parents. Et c'est sympa parce que du coup, les gens, ils viennent chercher la cuvée d'Élodie, le vin d'Élodie. Donc, ça apporte beaucoup de fierté et c'est une cuvée qui est assez souvent récompensée. Et donc, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Ouais. Félicitations. Et ça s'appelle la Forêt Enchantée. C'est cette bouteille que je voulais trouver à Toulouse et pour l'instant, je ne la trouverai pas, mais j'aimerais vous voir extrait. Voilà, il faudra venir la goûter sur place, au domaine. C'est ça. Il n'y a pas de doute. Vous, Florence, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend particulièrement fière? Oui, bon, hormis de voir ma terre vivre et me donner de belles récoltes, mes animaux vifs et avec le regard lumineux et mes clients super satisfaits de la qualité que je peux leur offrir. Une chose qui m'a vraiment rendue fière, c'est de pouvoir imposer mon mode de production, notamment à un boucher. On sait très bien que c'est un métier qui est assez macho. Et moi, dans mon équipe, j'en avais un particulièrement. Quand je lui ai dit je veux travailler sans sel nitrité, il m'a rigolé au nez et il m'a dit arrête de travailler du chapeau et travaille des bras. Je lui ai dit, écoute, pas de souci. Donc, j'ai constitué mon process toute seule en faisant des recherches, en faisant des analyses. Et le jour où j'ai réussi à faire mon premier jambon sans sel nitrité et que j'ai pu lui prouver que c'était un produit qui était merveilleux, voilà, je l'ai un peu scotché. Du coup, il a quitté l'entreprise, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'avais cette fierté de me dire, voilà, il n'y a pas que dans la tête des hommes qu'il y a des bonnes idées. Nous, les femmes, on est peut-être même encore plus tenaces parce que j'ai tenu bon et j'ai pas baissé les bras. Et aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs produits, donc je suis très fière. Ah, bravo, oui, parce que je précise pour recontextualiser, en fait, vous avez rejoint l'exploitation de votre mari. En fait, avant, vous étiez professeur des écoles. Voilà, oui, j'ai fait 20 ans de professeur des écoles, donc j'ai tourné la page et j'en ai ouvert une nouvelle avec plein de nouveaux projets, et ce qui est vraiment merveilleux. Donc oui, c'était pas facile de s'imposer dans ce milieu parce que souvent on me disait t'es pas du métier, voilà. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être du métier, il suffit juste d'être passionné et on arrive à faire plein de choses. Et donc, on a de grosses pensées pour ce boucher qui refusait de vous écouter et qui a eu tort de... J'espère qu'il m'écoute, via Facebook. On y enverra les liens. Alors, vous êtes toutes les 5 affiliées aux démarches qualité qui sont les 5 démarches qualité du collectif de la Troisième Voie. Qu'est-ce que cela vous apporte concrètement? Donc, Emmanuel?
Alors nous, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a très peu de producteurs de champignons en France. Ouais. Donc on est une filière qui est vraiment très, très mal connue. Quand on a commencé, on faisait beaucoup de choses. Donc au niveau du tri des déchets, dans notre profession, nous, par exemple, on ne jette rien, hein. Donc tout le compost sur lequel poussent les champignons, il est réutilisé dans la filière agricole. Donc, on a mis en place plein de choses vraiment pour être responsable, pour bien cultiver. Socialement, on a mis aussi beaucoup de choses en place parce que nous, l'humain, il est vraiment au cœur de notre travail. Donc, on ne recrute que des gens en contrat durable et indéterminé. Donc, on a besoin de les former, donc on a besoin de les garder. Donc, on a mis beaucoup de choses en place au niveau social pour qu'ils soient bien dans leur travail et qu'ils y restent et qu'ils apprennent ce métier et qu'ils l'aiment. Et en fait, toutes ces choses qu'on faisait, que ce soit sur les emballages, sur l'énergie, sur le traitement des déchets, sur le social, etc., on n'en parlait pas beaucoup. C'était difficile d'en parler puisque notre filière n'est pas très représentée. Et on s'est dit, en appartenant à Demain la Terre, on va pouvoir vraiment insister sur ce qu'on fait, puisque en fait, en adhérant à Demain la Terre, il y a un certain nombre de critères qu'on doit mettre en place. On a une certification annuelle qui est contrôlée par un organisme certificateur externe. Le fait de rentrer dans Demain la Terre, ça nous permettait de mieux communiquer en fait sur tout ce qu'on fait de bien, parce qu'on a on a le mérite de bien travailler et c'est pas si facile que ça en fait quand on est producteur et qu'on travaille bien de le communiquer directement aux consommateurs. Donc c'est pour cette raison qu'on a rejoint Demain la Terre, mais il y avait aussi quelque chose qu'on n'avait pas forcément évalué, mais le fait d'être avec d'autres producteurs qui ne sont pas sur les mêmes métiers parce que on est avec des producteurs de fruits, de carottes, de pommes, de Ouais, pour poires, rappel, Demain etc. la Terre, c'est fruits et légumes. Voilà, c'est fruits et légumes, exactement. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes métiers, hein, c'est sûr, mais on a des choses qui sont assez proches. Ça permet d'échanger, ça permet de se donner des idées mutuellement sur ce qu'on peut faire mieux encore que ce qu'on fait aujourd'hui et pour progresser en fait tous ensemble. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a adhéré à Demain la Terre et c'est ce que vous disiez en introduction, hein, ensemble on est plus fort. Donc encore plus, c'est encore plus le cas avec nous qui avons une filière qui est vraiment toute petite en France et donc une interprofession avec très peu de pouvoir et très peu de visibilité. Donc le fait d'adhérer à Demain la Terre, ça nous permet d'avoir plus de visibilité et de mieux communiquer pour le consommateur. Ouais, et plus de poids. Vous, Florence, avec Bleu Blanc Cœur, vos bêtes ont changé. Alors, ça fait très slogan, comme j'ai dit, mais vous m'avez beaucoup parlé de ce qui se passe avec vos bêtes, justement, depuis que vous êtes à Bleu Blanc Cœur. Vous pouvez m'en parler encore. Voilà, moi c'est aussi comme Emmanuel, avoir rejoint Bleu Blanc Cœur, c'est aussi le fait de ne pas se trouver seul, d'avoir beaucoup d'échanges. On est dans cette démarche Bleu Blanc Cœur depuis 2009 et le fait d'ajouter du lin dans l'alimentation, oui, on a vu des comportements de nos bêtes complètement changer, le regard lumineux, le poil soyeux et des bêtes en pleine forme. Donc, ça nous a permis d'éliminer, de ne plus traiter par antibiotiques. Et après, la qualité de viande qui est vraiment complètement différente d'un porc traditionnel. Et c'est ce qui nous motive d'autant plus. C'est qu'on n'a pas vraiment envie de changer, de sortir de cette démarche parce que pour moi, je ne peux plus faire marche arrière. Sinon, les gens seraient trop déçus. Ouais. Donc, du coup, ça a un impact sur votre viande et un impact sur la viande, sur tout. Et puis, il y a le cahier des charges qui nous impose à rester toujours les meilleurs et pas redescendre en qualité. On a aussi des audits c'est le fait d'avoir ces audits, c'est surtout et les analyses, hein, l'analyse des viandes qui est faite pour avoir le taux d'oméga 3, le taux de bons gras. Et du coup, je me dis, il faut que je sois performante et je dois pas baisser en qualité. Donc, c'est bien. Enfin, ces audits, voilà, ça nous oblige à aller toujours de l'avant, ne pas faire n'importe quoi. Merci. Vous au sein de la filière CRC,
Bah, je rejoins complètement mes collègues, du coup, Florence et Emmanuel. Du coup, moi, la filière CRC, donc, c'est une filière qui est suivie par ma coopérative. Donc, c'est par ma coopérative où on est suivi dans cette filière-là. Donc, pareil, on est accompagné, on est suivi, on est audité pour du coup respecter le cahier des charges de la filière CRC. Donc, je le rappelle, c'est culture raisonnée contrôlée. Et donc, pour rentrer dans cette filière-là, il y a un cahier des charges à respecter. Et du coup, ça, c'est une démarche complètement positive pour le métier parce que quand on explique en quoi ça consiste, ce qu'on fait, comment on travaille. Et du coup, tout de suite, quand on explique aux gens, ils se rendent plus compte de ce qui est surveillé, comment on travaille, qu'est-ce que ça donne en qualité. Et du coup, c'est une bonne manière de communiquer envers les consommateurs en fait, qui réclament de plus en plus de qualité. Et puis, ils auront raison de demander cette qualité-là. Mais en tout cas, du coup, de rentrer dans cette filière-là, c'est entre guillemets une fierté de dire comment on travaille et où ça va surtout. On sait pourquoi on travaille et on sait où ça va et pour qui. Et du coup, c'est pareil, on est audité, euh, on est surveillé entre guillemets pour savoir si on respecte bien ce qui est des charges. Et c'est toujours intéressant en tout cas de discuter avec le grand public sur ces démarches-là. Ouais, bien sûr. Vous, Élodie, au sein de l'association des vignerons engagés, comment ça se passe? Donc moi, je suis un peu sur le même cas que Aurélie. Donc, vigneron engagé, c'est une partie de mon exploitation qui est avec une cave coopérative. Et donc, le fait d'être vigneron engagé, c'est pouvoir vraiment être dans un collectif, de pouvoir se retrouver, échanger sur des sujets. Et voilà, nous aussi, on a tout ce qui est la partie matérielle en viticulture. Donc, ça permet aussi de se maintenir informé des nouveautés, d'être dans la performance et l'amélioration continue. Et c'est vraiment important dans tous nos métiers de se retrouver et d'échanger sur plein de sujets. Parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. Alors, pour finir cette table ronde, avant de passer à la phase question, j'aimerais vous poser une question qui me semble importante, c'est quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir? Quel est le conseil que vous donneriez à une femme qui s'apprête à se lancer dans l'agriculture ou dans la pêche? Renette, si vous deviez donner un conseil, ça serait lequel? Alors, je suis désolée, je crois que disparaît. Avoir beaucoup de caractère. Oui, pardon. Avoir beaucoup de caractère parce que c'est quand même un métier très, très masculin. Il y a, en général, dans les campagnes de coq et tout ça, il y a un minimum 350 personnes et il y a peut-être 10% de personnes en féminin. Donc, forcément, il faut s'imposer. Bon, les hommes sont plus forts, donc ils ont tendance à nous mépriser un peu aussi. Mais je pense qu'il faut être volontaire, savoir ce qu'on va faire. Ne pas oublier que les saisons ne sont pas du tout les mêmes d'une année pour l'autre. Comme Aurélie, on travaille aussi avec la météo. C'est quelque chose de très important. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment le faire avec plaisir. Donc, si on vient vers ce métier, il faut savoir que ça va être difficile. Ça ne va pas être toujours des jours heureux, mais il faut y aller. Si on en a envie, il faut foncer. Merci Renate. Vous, Emmanuel, qu'est-ce que vous diriez à une jeune agricultrice, une femme qui veut devenir champignoniste? Alors, si elle veut devenir champignoniste, moi, je dirais qu'il ne faut pas entreprendre seule. Enfin, moi, j'aurais jamais réussi seule. Parce que là, on est vraiment dans un métier où on doit vraiment avoir plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc. Donc, il faut mieux entreprendre à plusieurs avec des compétences complémentaires. Sachant que l'avantage d'être à plusieurs, c'est que quand il y en a un qui ne va pas bien, il est toujours là pour relever l'autre. Donc, si on peut, c'est quand même mieux. Et c'est ce que je disais, vu que avant, vu que c'est un métier de passion, et je rejoins complètement Renette, si on n'est pas passionné, on ne peut pas réussir. Et on est dans des métiers qui sont difficiles.
Donc, il faut être passionné et il faut avoir du caractère. Personne ne pourra, si on n'a pas de caractère, de toute façon, je pense qu'on ne va pas là-dedans. Mais c'est sûr qu'il faut être passionné et pas se dire, oh bah oui, bah, je vais faire ça et puis le soir, je rentrerai chez moi et puis je penserai à autre chose. Ça, c'est des métiers où ouais, on donne sa vie quelque part à son métier, quoi. Faut l'accepter. Voilà. Faut accepter ça. Vous, Florence, vous diriez quoi à une jeune agricultrice qui veut produire des porcs, par exemple, au hasard? Voilà. Moi, je vais lui dire déjà, il faut beaucoup de passion parce que c'est vrai que c'est un métier, si on n'est pas passionné, bah, il vaut mieux l'oublier. Donner beaucoup de son temps, je regagnerai beaucoup Emmanuel. C'est vrai que c'est 7 jours sur 7, mais quand on fait quelque chose qu'on choisit, on n'a pas l'impression d'aller au travail, d'avoir un caractère fort pour s'imposer dans un monde quand même relativement masculin. Et puis, ben, je lui dirais, écoute la petite voix à l'intérieur qui te dit d'y aller et fonce sans t'occuper de ce qui se passe, enfin, du regard des autres surtout. C'est s'imposer comme ça. Mais c'est un métier merveilleux. Merci beaucoup, Florence. Et vous, Élodie, qu'est-ce que vous diriez à une jeune agricultrice, une future jeune vigneronne? Vous diriez quoi? C'est de faire preuve d'un grand sens de l'organisation, parce qu'on sait qu'il y a des périodes où on ne peut pas se laisser déborder, il faut être là, il faut être présent, et également de bien s'entourer. L'entourage et le soutien, c'est précieux dans nos métiers. Et puis je reviens sur ce que Florence a dit, c'est surtout garder la passion. Et ça, vous l'avez toute gardée. Pour conclure, avant de passer à la phase question, vous me faites penser à une phrase de Maya Angelou qui dit le succès, c'est de vous aimer vous-même, c'est d'aimer ce que vous faites et c'est d'aimer comment vous le faites. Donc, je pense que vous êtes plutôt bien dans le thème, mesdames. Merci beaucoup. Alors, je tenais à vous dire quand même qu'on a reçu plein de messages super qui disent bravo pour votre engagement. Je suis toujours admirative car c'est un métier très physique et de plus en plus exigeant. Bonjour mesdames, bravo à vous, merci. Vous êtes des femmes engagées et je pense que le gouvernement devrait vous aider le plus possible. Bravo pour votre travail. Bel événement, on peut être fier des femmes qui mettent en valeur nos métiers, nos démarches. Bravo à vous. Enfin, on a eu plein de messages comme ça, donc vraiment, voilà, vous avez reçu, allez voir sur les réseaux sociaux et tout, mais vous avez reçu plein de soutien. Donc, on a une première question de André, donc, qui nous dit est-ce que vos époux ou conjoints font le même travail? Alors, on va commencer par qui? On va commencer par Florence, on a déjà répondu tout à l'heure. Élodie, est-ce que votre époux ou votre conjoint fait le même travail que vous? J'ai personne dans ma vie, donc... Il n'y a pas d'époux et pas de conjoint. Non, se débrouiller seul. Non, mais on n'est jamais seul. Vous êtes avec votre famille un peu quand même aussi. Non, j'ai ma famille, heureusement, mais ouais. Aurélie? Moi, j'ai mon conjoint qui fait exactement le même métier, mais du coup, on a chacun nos exploitations respectives, donc on fait des heures chacun de notre côté. D'accord, ok. Avec de l'entraide, évidemment. Vous, Renette, je connais la réponse, mais je vous la pose quand même. Bon, mon mari faisait le même métier, mais il est disparu. Et vous avez divorcé avant de vous lancer? D'un premier mariage, oui, et puis je suis retournée à mes premières amours, qui étaient la mer, puisque j'ai été aussi sur une exploitation avec mon premier mari. Donc, je me suis mariée avec un homme de la mer, qui lui faisait ce métier, mais qui est disparu depuis 9 ans maintenant. D'accord, et donc vous avez travaillé ensemble, ok. Et vous, Emmanuel, donc vous êtes 3 membres fondateurs de Loup Légumes, c'est bien ça? Ouais, et je suis avec 2 hommes, donc il n'y a pas la parité. Mais par contre, on recrute beaucoup de femmes. Donc moi, je travaille avec mon mari et avec mon frère. Donc, et on a tous les 3 des compétences complémentaires. Elle a bugué, mais c'était ça qu'elle voulait dire. C'était complémentaire. Ok. Mais oui, je travaille avec mon mari. Et heureusement, tout ça. D'accord. On a Philippe qui nous demande quels sont les signes de reconnaissance que vous recevez et de qui les recevez-vous? Alors, qui veut répondre à cette question?
quels sont les signes de reconnaissance que vous recevez et de qui les recevez-vous? Moi, je veux bien répondre, Sophie. Oui, bien sûr. Moi, la meilleure reconnaissance qu'on reçoit ici, c'est quand on a des messages de consommateurs qui nous disent j'ai redécouvert le goût des champignons, j'avais jamais mangé des champignons aussi bons. Moi, j'ai travaillé j'ai travaillé dans le marketing pour beaucoup de grandes marques et j'ai jamais reçu des lettres d'amour, entre guillemets, comme ça. Donc, ça, c'est la vraie reconnaissance de notre On va passer de notre travail. Et l'autre reconnaissance. Emmanuel, on vous perd parfois. Donc, je vais passer. Vous avez coupé sur la fin de votre phrase. Donc, je vais passer à Renette. Renette, quels sont les signes que vous recevez, les signes de reconnaissance? Les gens apprécient vraiment les produits parce qu'ils peuvent les goûter comme nous, on fait que du local. Ils peuvent vraiment déguster les produits à la saison. Et la très grande reconnaissance de nos produits dont je suis absolument fière, c'est que depuis l'année dernière, nous sommes arrivés sur des restaurants de Paris. Ce sont eux qui sont venus vers nous chercher les produits, goûter, et ils ont tellement apprécié la qualité qu'on est arrivé sur Paris. Donc, je trouve que c'est une très grande reconnaissance. Ah oui, c'est une super reconnaissance. J'ai une question ensuite de Adèle qui dit, vous avez cité le chiffre de 20% de femmes en circuit court. D'où provient ce chiffre? Y a-t-il également davantage de femmes engagées dans les filières qualité? Alors, pour ce qui est des filières qualité, moi, je n'aurais pas forcément la réponse. Mais par contre, tous les chiffres que j'ai cités donc dans l'introduction et après, ils viennent de deux sources principalement. C'est la MSA, donc qui est la Sécurité sociale agricole, et la FAO, donc Food and Agriculture Organization, je crois. Excusez mon accent anglais. Et donc, les chiffres viennent de là. Ils viennent aussi du ministère de l'Agriculture. Et pour le chiffre des femmes dans les médias, c'est le CSA. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a également davantage de femmes dans les filières qualité? Peut-être, je vais demander dans mon oreillette, peut-être qu'on me répondra. Mais voilà. Ensuite, Philippe nous demande, entre le métier d'avant et celui de l'agriculture et pêche d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a manqué le plus dans la transition? Alors, vous avez toutes des histoires de reconversion, mais je poserais bien cette question à Aurélie, notamment. Entre le métier d'avant et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a manqué le plus dans la transition? Mon métier d'avant, on parle bien du métier d'avant de faire agricultrice et pas le métier d'agriculteur avant, mais je sais pas, peut-être l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, je l'avais beaucoup plus avant. Et ça, c'est quelque chose, justement, c'est pour ça que je m'engage. Je m'engage dans ce que je peux pour apporter un peu cette ouverture d'esprit le plus possible pour moi et pour ceux que je pourrais discuter avec eux. Mais ouais, l'ouverture d'esprit, je dirais. D'accord. D'accord. Vous, Florence aussi, c'est une belle reconversion quand même, passer de prof à éleveuse de porc. Alors, moi, j'ai pas vraiment. La transition s'est faite tout naturellement parce que j'adorais la nature et que j'étais déjà impliquée et que si j'avais pas choisi ce métier de prof, peut-être que j'aurais été directement dans l'agriculture. Après, je suis comme Aurélie. Ce qui me manquait, c'était surtout cette ouverture d'esprit. Donc, effectivement, j'oriente notre exploitation vers cette ouverture en prenant beaucoup de stagiaires et de jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous remplaceront plus tard, et pour ne pas rester seul, parce que c'est surtout ça qui me manquait le plus. C'était la communication. Et donc, voilà, j'ai au moins apporté ça en plus dans l'exploitation. C'est qu'on n'est pas tout seul et j'aime bien expliquer et recevoir. Je viens de voir un commentaire qui, j'espère que ça va vous toucher, mesdames, qui dit « Vous m'avez encouragée à entamer mon propre projet ».
Donc, ça veut dire que je crois que l'objectif de cette table ronde a été atteint. La dernière question qu'on a, j'ai une autre phrase, c'est Sophie Nanteuil qui dit « Je voudrais dire merci à ces femmes de nous nourrir. Je trouve qu'on les entend, qu'on ne les voit pas assez. » Voilà, c'est exactement pour ça que cette table ronde a été organisée par le collectif de la Troisième Voie. La dernière question qu'on a, c'est quelqu'un qui demande qui je suis et quel est mon engagement. Donc, je l'ai dit au tout début de la table ronde. Donc, j'ai cofondé la Food Local, donc qui est une agence de communication et d'accompagnement spécialisée dans le secteur de l'alimentation. Et je suis aussi engagée pour les femmes dans leur vie professionnelle au sein de la Fédération française des réseaux pour le développement professionnel des femmes, qui s'appelle FEDEPROFEM. Voilà. Donc, les derniers commentaires qu'on a, joie de vivre, super, félicitations à toutes, merci pour l'organisation de cet événement. Mesdames et messieurs qui nous suivez, merci d'avoir regardé cette table ronde. Vous pouvez retrouver toutes les démarches qualité sur Internet, donc en tapant Demain la Terre, filière CRC, Bleu Blanc Cœur, Mister Goodfish et l'Association des vignerons engagés. Je crois que j'ai dit les 5. Vous retrouverez aussi sur leur site Internet respectif plus d'infos sur le collectif de la Troisième Voie, sur ce que ce collectif porte comme message. Et puis, n'hésitez pas, du coup, normalement, il y aura un replay sur Facebook. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Mesdames, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire aux gens qui nous regardent? Merci pour cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Et, Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir.